Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on revient sur la semaine 10 de compétition. Et oui, déjà, et aujourd'hui, je suis avec Kevin. Salut Kevin, comment vas-tu? Salut tout le monde, salut Baptiste. Je vais très très bien. Et toi? Écoute, ça va, on a encore eu un week-end de college football riche en rebondissements, puisqu'on a quand même pas mal d'équipes classées qui ont perdu. Quelques surprises quand même dans le tas, quelques résultats plus attendus bien évidemment. Donc on va faire un petit tour d'horizon de tout ça, mais on va commencer peut-être par l'actu chaude, Kevin, et c'est le renvoi de Hugh Freeze à la tête d'Auburn. Pas une grosse surprise, hein, qu'on soit très clair, hein. Hugh Freeze qui était quand même en grosse difficulté et on s'y attendait. Alors, on va pas revenir sur le dernier match des Tigers parce que c'était Oui. absolument dégueulasse. C'est une défaite 10-7 à domicile contre Kentucky, qui est quand même Qui- pas non plus un énorme programme cette année. Donc c'était un match à l'image de, je pense, des années Hugh Freeze à la tête des Tigers, c'est-à-dire putride, hein, qu'on soit très clair. Assez marrant, hein, il passe à un quatrième et c'était quoi, 4,29 l'action de Alabama Oui, qui l'année renverse dernière, oui. l'Iron Bowl. Mm. Il y aurait donc c'est assez paradoxal, mais voilà, bilan de 15-19 à la tête des Tigers, voilà, un bilan insuffisant. Kevin, pas très surpris, je suppose, hein, par ce renvoi. Non, ça faisait partie des coachs dont on avait parlé en début de saison qui étaient sur le fameux hot seat. Ça a peut-être pris plus de temps que ce que certains Oui, pensaient. c'est vrai. Mais bon, là, t'es à 4-5, t'es à 1-5 en SEC. C'est assez critique. Et puis, je pense que ça faisait quelques temps que c'était dans les papiers. Et après, encore une fois, on peut toujours critiquer le fait de prolonger, enfin, de continuer avec des coachs qui sont, qui n'ont pas vraiment produit et de changer en pleine saison. Parce que là, honnêtement, vu la gueule de ta saison, est-ce que tu aurais pas pu attendre le mois de novembre et le virer à la fin de l'année? Je sais pas. Donc, surtout que là, techniquement, tu t'ouvres une fenêtre de transfert en virant ton head Ah, il coach. y a plus, il y a plus. Ah, c'était que Ça a jusqu'à une disparu. certaine semaine. Non, en fait, non, ça a disparu en cours de saison. Genre, par exemple, tu vois, nous, ça nous a touché, Oklahoma Ouais. State et Virginia Tech, par exemple, mais ça n'a pas touché Penn State, par exemple. Ils ont changé la D'accord. règle en cours de saison, c'est n'importe quoi. Ouais, donc vous, UCLA et d'autres équipes sont fait ponctionner C'est potentiellement. ça, Parce ouais. que C'est j'ai pas ça. vu tant de départ que ça finalement, mais tu donnes la possibilité à certaines équipes de se faire ponctionner et pas d'autres quoi. C'est assez bidon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des programmes comme Florida aussi qui ils l'ont fait en cours de saison parce qu'ils s'exposaient pas à ça. Du coup, on va changer l'argument. Mais voilà, moi encore une fois, je pense qu'on n'est pas trop déçu de notre côté TTP, parce que Hugh Freeze, je sais que c'est pas non plus le le coach préféré du podcast. Et puis encore Vraiment une pas, fois, ouais. c'était dans les papiers, on s'y attendait aussi. Mine de rien, ça fait un paquet de gros programmes, hein, qui viennent de se Ouais, libérer voilà, de leur poste de head coach. Auburn, très clairement, fait partie de la première tiers, hein, je pense avec LSU, Penn State et Florida. Je pense que c'est un niveau au-dessus du reste. C'est un programme où on peut gagner des titres nationaux, je pense. oui. C'est un programme aussi, voilà, qui a besoin de rebondir dans la SEC, mais le problème de la SEC, c'est que maintenant avec Oklahoma et Texas, tout le monde peut pas être bon en même temps. Et donc forcément, c'est un peu le jeu des vases communicants, c'est-à-dire quand une équipe est bonne, une autre est moins forte. Et donc ça va être compliqué, je pense, de trouver sa place là-dedans. Est-ce que toi, tu as un candidat ou en tout cas des idées sur le head coach qui pourrait remplacer Hugh Freeze? Pas simple, hein, quand Alors, même, hein, comme. alors, en sachant que c'est quand même le quatrième opening en SEC, parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a Arkansas qui s'est ouvert il y a Ouais, quelques semaines c'est aussi. vrai. Donc il va vraiment y avoir des chaises musicales. Je vois plus un candidat comme les coachs de Vanderbilt ou de Georgia Tech, Lee ou un Léa ou qui Ranky. Mm. plus pour un job comme Auburn que pour un job comme Florida ou LSU. Je pense que c'est un programme de deuxième tiers, on va dire, voire de troisième tiers de SEC. Je pense que eux, ils sont plus à même d'avoir ce genre de coach. Encore une fois, je pense à Fran Brown, qui est un coach que j'aime bien du côté de Syracuse et qui, je sais qu'il va faire le jump sur le Power 4 à l'intersaison. Enfin, j'en suis presque persuadé. Je pense qu'il fait partie des candidats du Group of Five. Mais tu vois, un peu comme l'embauche de Billy Napier à l'époque, un coach qui a bien réussi sur du Group of Five qui était à Louisiana. Donc tu vois un Summerall, par exemple, un Summerall C'est ou ça. alors, attends, je dis pas de bêtises, Syracuse c'est en SEC donc c'est en Power 4, autant pour moi. Ouais. Mais non, non, je vois ces coachs qui sont dans des programmes peut-être un peu plus en retrait, on va dire ça comme ça, même si c'est du Power 4. Mais ouais, je vois bien
vois bien un de ces quatre. Tu vois, Summerall, Ouais. Key, Léa ou Fran Brown. Ok. Ouais, alors pour Fran Brown, le problème c'est que Syracuse, ça part un peu en cacahuète cette année. Alors, je sais que c'est un coach qu'on aimait bien dans The Triclay, mais malheureusement, bah, évidemment, c'est les victoires qui font foi et là, actuellement, c'est un petit peu compliqué. Mais je partage. Il y aura peut-être moins l'envie de faire un gros splash avec, je sais pas moi, Jess Franklin peut-être, tu vois, un gros nom qui sort et plutôt quelqu'un qui a déjà prouvé. Alex Golèche, pourquoi pas aussi, hein, le head coach Oui, de aussi, South Florida. oui. À voir. Il a de l'expérience en sec, hein, parce qu'il était le coordinateur offensif de Tennessee, on se souvient. Donc à suivre, il y a aussi le nom de Glenn Schumann, le défensif coordinateur de Georgia, relativement jeune, a passé du temps à Alabama, enfin bref, expérience en sec, donc pourquoi pas. Donc à suivre, mais ça va être un poste qui va être très demandé, avec quand même de la pression, hein, Auburn, hein, les fans attendent quand même attendent des grandes choses. Mais malheureusement, comme je vous dis, le monde du college football a changé avec les réalignements, donc on va voir ce que ça va donner. Mais bon, je pense que ça va être un programme qui va quand même, voilà, qui est quand même skillé. Voilà, les années Cam Newton sont quand même pas si loin de ça. Ils ont joué une finale nationale en 2013. Donc voilà, donc pourquoi pas un gros nom quand même à la sortie. Il y a de l'argent, il y a une envie de gagner, t'es en sec, donc ça va aider. Mais bon, voilà, t'as quand même l'ombre d'Alabama qui plane quand même pas très loin, donc c'est toujours un petit peu compliqué de se placer dans tout ça. Et je suis bien content parce que moi, Auburn, c'est un programme que j'aime bien, titre perso. Ça m'a saoulé qu'ils aient engagé Hugh Freeze, qui est quand même une grosse merde humaine. Maintenant qu'il est parti, on peut lui tirer dessus. Donc voilà. Mais je te partage sur tes choix de candidats. Mais moi, je vais peut-être mettre une piécette sur Summerall, pardon, du côté Ouais. de Tulane, parce que je pense que, à mon avis, c'est vraiment un nom il va être vraiment demandé, et lui, il va pouvoir avoir le choix de choisir, je pense. Et je pense que Tulane, ça lui irait presque mieux qu'un LSU qui est peut-être trop gros, tu vois, je pense. Je Ouais. sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis d'accord. Je pense que alors le choix pour moi LSU se fera forcément parmi les gros noms et pas parmi ce deuxième tiers. Maintenant, chose qu'il va falloir prendre en compte, et c'est vrai que moi je m'en suis rendu compte en voyant des nouvelles, bah, désolé, mais qui viennent d'Oregon, quand on voit un Mackay Hughes par exemple qui est de retour sur le portal cette saison, quand on voit là du côté d'Oregon, il y a Jalil Florence, le cornerback, qui a annoncé son entrée sur le portal. Il faut que tu aies un coach quand tu es dans des situations comme ça, dans le football d'aujourd'hui, parce que comme on le dit pour rigoler, mais c'est vrai, mais le football il a changé. Je pense qu'il faut que tu aies un coach qui soit en accord avec son temps et qui comprenne aussi ce qu'il faut faire avec le portal. Et justement, des coachs qui viennent de programmes qui sont un peu en dessous, bah, c'est des mecs qui ont l'habitude maintenant avec le portal d'aller piocher dans les gros programmes, qui ont les pitchs de recrutement, de dire à des gars, bah écoute, t'étais dans une équipe top 15, mais viens dans mon équipe, voilà ce qu'on peut faire et tout. Je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça, tu vois. Et effectivement, je sais que Tulane recrute bien sur le portal, par exemple. Donc ce serait vraiment pas mal, ce serait une bonne idée. Et tu vois, pour moi, il y a pas mal de joueurs comme ça qui ont pas eu de temps de jeu sur des équipes Mhm. top 15, top 20 et qui entrent sur le portal. Et c'est ça aussi le landscape du college football aujourd'hui. Il y a énormément de bons joueurs qui sont des recrues 4 voire 5 étoiles à aller chercher. Bah, regarde un Cormani McLean à Florida, par exemple, qui Clair. s'est, qui est parti se perdre du côté de Colorado. Bah, du coup, tu arrives à le récupérer à moindre coût dans un top programme. Voilà, donc pour moi, il faut un gars qui. Donc, tu vas pas prendre un Dabo, par exemple, tu vois. Pour moi, il faut C'est un clair. gars qui sache utiliser le portal. Ouais. De toute façon, les programmes, je pense qu'ils sont un peu en mood. Eh ben, il faut qu'on chope le prochain Kurt Ignetti, c'est-à-dire un mec qui a gagné un peu Ah, partout où il est ouais. passé, qui est capable de recruter très bien sur le portail des transferts et de mettre une équipe à son image. Mais pour un Kurt Ignetti, il y a je sais pas combien de fails aussi à côté, donc c'est Ouais. compliqué. Hein, je veux dire, c'est un peu la roulette russe, hein, qu'on soit très clair, ce recrutement. Et c'est pas parce que tu as été bon dans un programme, notamment du groupe of five, que tu es bon. Que tu es bon après à un niveau plus élevé. Hein. On va demander à Guigui et Billy Napier ce qu'il en pense de tout ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué, mais je me fais pas trop de soucis dans la capacité à Auburn, pardon, en fait, d'attirer des head coach. Je Oui. pense Hmm. que Jameson Rall, en plus, qui est originaire de l'Alabama, hein, donc pour lui, ça sera un retour à la maison, je pense. Et donc ça peut être très, très intéressant. Est-ce que c'est tout bon pour toi pour le dossier Oui. Hugh Freeze Oui. et Auburn? Très bien, très bien. Alors, j'ai parlé de Kurt Cinetti, donc on va faire un transition sur les matchs qui ont été joués la semaine dernière. Donc, on va parler d'Indiana rapidement, mais ben, je sais pas, moi, les semaines passent et j'ai quand même du mal à ne pas considérer cette équipe d'Indiana comme la meilleure équipe du pays. Ils ont encore roulé sur UCLA. Alors, les gens vont dire oui, mais c'est UCLA, etc., etc. Pardon, pas UCLA, Maryland. Pardon, j'étais une semaine. Ah, c'était mal, oui. Oui.
c'est Maryland cette fois-ci, mais 55-10, encore une fois, une performance maîtrisée de A à Z. Enfin, je sais plus trop quoi dire, cette équipe d'Indiana, on va passer rapidement, mais pour moi, c'est l'équipe numéro 1 du pays à l'heure actuelle. Je, je pense que niveau terrain, l'argument se pose. On aura toujours, si jamais on fait un classement, enfin je sais quand on sortira notre troisième TT Paul, le AP Poll de The Trick Play, on va le sortir d'ici 1 ou 2 semaines. Je sais que ce sera un débat aussi, mais après tu as la vision de bah, Ohio State est le champion en titre, toujours invaincu aussi. Et de toute façon, les deux équipes sont parties pour se jouer en Big Ten Championship Game. Donc, c'est pas déconnant de les garder en tant que 1 et 2. Maintenant, je pense que pour beaucoup de gens, tant qu'ils ne se rencontreront pas, pardon, les deux équipes sont plus ou moins, c'est un peu comme du 1A, 1B, tu vois. C'est, elles donnent le Ohio State, c'est un peu différent parce que tu as une impression de puissance, mais maîtrisée, alors que Indiana, ça envoie à tout va, tu vois. Et ils font pas de prisonniers, ça fout 50 pions par match. C'est aller gagner à Oregon avec un excellent quatrième quart-temps. C'est une petite opposition de style, on va dire. Je pense que le roster d'Ohio State est beaucoup plus talentueux et je pense que Bien on verra évidemment. si ça continue, mais Hmm. lorsqu'il y aura un match, je pense que Ohio State sera logiquement favori. Mais effectivement, ils sont très impressionnants et plus impressionnants que l'année dernière où déjà on faisait leur louange parce qu'offensivement c'était ça envoyait du pâté. C'était Rourke à l'époque, le QB, hein. Ils ont réussi à upgrade avec Mendoza qui s'est barré de Cal. Donc non, non, et puis surtout, ils ont upgrade leur défense. Leur défense qui leur a un peu fait défaut sur C'est les, clair. sur les matchs de la fin de saison. Là, leur défense, leur simulated pressures, ils ont des bons pass rushers, ça colle au ballon, ça descend très vite au ballon, ça force du turnover, c'est hyper réaliste. Non, non, c'est vraiment une équipe qui a de la gueule. Et comme je disais la dernière fois, quand on connaît le passif d'Indiana, sans aller chercher très loin, hein, mais tu remontes à il y a 5 ans, quand tu sais où en était Indiana, c'est assez impressionnant ce qu'a réussi à faire Cignetti. Bah, historiquement, je crois que c'est un des pires programmes Alors, du Power. Enfin, ouais, c'est je ça, crois ouais. je crois que c'était le pire programme derrière, je sais plus qui était devant, je retrouverai plus la stat, mais ils sont passés avant-dernier du coup. Ils ont tellement gagné sur ces 2 dernières saisons Hmm. que même en augmentant le sample de données jusqu'à il y a 20 ou 25 ans, je crois, ou voire même plus, ils ont Hmm. réussi et je crois c'est peut-être du 42%, hein. Ils sont Ah passés de ouais. 42,9 à 43,4 ou un truc comme ça. Mais c'est pour dire, ils ont tellement gagné là sur ce stretch de une saison et demie, même pas, hein, tu vois, c'est même pas 2 saisons, on est à Hmm. 1 et demi. C'est vraiment pas mal. C'est un vrai turnaround pour le programme. Ouais, c'est assez impressionnant. Et puis voilà, là, cette victoire, plus de 350 yards au sol. Ils ont provoqué 5 turnovers. Enfin, c'est une équipe qui est hyper complète. Donc voilà, et puis ils ont leur signature win, c'est-à-dire que l'année dernière, on pouvait leur reprocher de fait de ne pas avoir rencontré quelqu'un et que dès que ça a été compliqué, il n'y avait plus personne d'une certaine façon. Bah là, pour le coup, ils ont battu Oregon à Oregon, chose que je répète, mais Ohio State n'a pas été capable de faire l'année dernière, hein. Je veux dire, c'est aussi Ah, simple que ça. Eux, ils ont été faits. Alors, bien sûr, il faut mesurer un peu les propos et c'est d'Oregon cette année n'est peut-être pas forcément aussi forte que celle de l'année dernière, mais toujours est-il que voilà, il y a cette victoire signature qui est là, qui existe, et qu'il y a une impression de puissance qui est dégagée que dégage pas Ohio State, par exemple, parce que pour parler des Buckeyes, ils ont battu Penn State, certes assez facilement 38-14, mais tout n'a pas été parfait dans ce match-là. Penn mm, State a été pas très loin pendant une bonne partie du match. Alors, il y a un match absolument extraordinaire de Julian Sein qui pourrait être Heisman à la fin de l'année, hein, que c'est pas déconnant non oui, oui, oui. plus. Ouais. Mais il y a des hauts et des bas, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il y a un match qui va être hyper important. C'est ce match de cette semaine. C'est Indiana qui se déplace à Penn State parce qu'il y aura une vraie mesure de comparaison entre les deux programmes, C'est ça. Mm. entre Indiana et Ohio State, puisque ils auront rencontré Penn State une semaine après l'autre. Mais ouais, moi je suis sous le charme de cette équipe d'Indiana. Alors ils ne seront peut-être pas champions national hein, parce que la route est encore longue. Mais putain, c'est impressionnant quoi. Alors pour le Ohio State, Penn State, on va en glisser Mm. un mot tout de suite, hein. Ouais. Moi, je m'étais mis devant le match parce que justement, comme tu disais, je voulais avoir une sorte d'étalonnage parce que t'as Oregon qui les a joués avant de, avant de leur faire une double fracture du moral. Mais pour le coup, je pense que comment dire, le retour de Penn State un peu avant la mi-temps, c'est sur une axe. En fait, ils ont un drive correct en attaque où honnêtement, Ouais. t'as retrouvé le Penn State d'il y a 1 an et demi où j'étais sur le cul. Je me suis dit, ok, il s'appuie sur le run game, un peu ce qu'on a dit dans le 1-2-6. Et en fait, juste après ça, il crée un turnover
dans les 30 yards d'Ohio State, qui est pour moi scandaleux parce qu'en fait, le porteur se fait arrêter, Ah ouais, c'est n'importe quoi. reculer, puis arracher la balle. Et donc, du coup, les arbitres ne n'overturnent pas le call malgré le replay. Donc, j'ai trouvé qu'après, effectivement, ils marquent, je sais plus s'ils marquent leur deuxième TD, donc ils reviennent à 14 partout juste avant la mi-temps, je crois. Peut-être qu'ils prennent un field goal, donc ils sont peut-être menés 17-14. Attends, je vérifie quand même pour pas dire de conneries. Mais en vrai, outre ce... Non, pardon, oui, c'est ça, il y avait 17-14 à la mi-temps. Pour moi, outre ce stretch de un drive et demi, parce que le deuxième drive fait 30 yards, il y a rien. Ils se font bouffer. Et comme je te disais tout à l'heure, pour moi, Ohio State est en total contrôle. Il y a un sign qui est encore chirurgical, hein, parce que 20 sur 23 contre une défense, même si c'est Penn State, même s'ils sont sur 5 défaites d'affilée, même si effectivement tu n'as plus Roras au milieu ou quoi, c'est quand même une défense qui est coachée par, par leur ancien cordeau défensif, Jim Knowles. Donc c'est quand même une défense de Jim Knowles. Et il ressemble pas du tout à un freshman en fait. T'as pas l'impression d'avoir un freshman, même si c'est quoi, c'est un redshirt freshman, hein, si je dis pas de bêtises. C'est un red chance, Mais c'est Ouais, vraiment c'est très très impressionnant. Ouais. propre. T'as Bo Jackson qui est un peu la révélation dans le backfield, alors que c'est pas lui qui a starté l'année. Ils ont un corps de receveur, encore une fois, t'as Tate, t'as Jeremiah Smith, et puis tout d'un coup, t'en as un troisième qui pop, on n'en parle pas forcément, mais il arrive à faire son, attends que tu vois, c'est ça, c'est même moi, j'en oublie son nom, ou je suis capable de te parler de lui parce qu'il fait un bon match et, tu vois, son nom m'échappe. Euh, Brandon Inniss, là? oui, c'est ça, Inis, parce que je sais que son nom c'est ça, c'est Inis. Brandon Inis qui fait en soi, bon après il finit à 4,41, mais il fait un bon match. Il fait un bon match, mais derrière, t'as quoi? T'as Tate qui te fait 124 yards en 5 catchs avec un TD. T'as Jeremiah Smith qui te fait 123 yards en 6 catchs avec 2 TD, dont un absolument incroyable à une main sur la goal line où il sauve potentiellement une interception à Saïn. Enfin, pour moi, il y a tellement, 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 tellement de potentiel, de puissance dans cette équipe. Donc, comme je te le disais, on aura le résultat, je pense, dans un peu plus d'un mois, quand ils se joueront en toute logique à Indianapolis, du coup, parce que Indiana devrait jouer relativement à domicile, on va dire. C'est Puisque les vrai. finales de conf se jouent Quand ils ont mis la finale, ils pensaient pas qu'Indianapolis pouvait, enfin, bah, Indiana pouvait aller en finale de la Big clairement. Hein, Ten. je suis entier. Bon, honnêtement, hein, je pense que tout le monde pense à la même chose. Hein. Parce que vu l'état du programme, tu te dis, ouais, on a 20-30 ans avant qu'on ait besoin de se remettre en question. Eh ben non. Merci Kurt Signetti qui offre potentiellement une finale de conf à domicile pour Indiana. Donc voilà, mais je te dis, c'est deux oppositions de style, mais deux équipes qui, et puis en plus avec la défaite enfin les défaites maintenant de Miami aussi, on va en parler, qui se placent très clairement comme les équipes 1 et 2 du pays. Ouais, on est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on passe en sec, Kevin? C'est bon pour la Big Ten? On a fait, allez, Ah c'est ouais. parti, direction la sec. Quoi tu veux parler? Est-ce que tu veux parler de Georgia, de Texas, Ah, On, d'Oklahoma, comme tu as envie? Comme tu as on envie, va, on commence par ce que tu as envie. on va commencer par Florida. Tiens, tu sais quoi? Allez, c'est parti. On va parler de nos Gators qui n'ont pas su un peu fonctionner sur cette traîne du head coach intérim et aller prendre une victoire un peu surprise. C'est pas passé loin parce qu'ils ne perdent que 24-20 Mm, contre Georgia avec une fin de match avec un call sur un catch je crois que c'était pour Sturdivant, hein, la passe de DJ ouais, Lagway. Alors moi j'ai vu un angle aujourd'hui que j'avais pas vu avant. On a l'impression que la balle rebondit au sol, donc je sais pas, mais c'est un call voilà qui a été un peu litigieux sur la fin de match, qui aurait pu tout changer, mais voilà, Florida qui en tout cas ressemblait un peu plus à quelque chose. Et je ouais. pense que c'est ça aussi qu'ils attendaient, parce que sous Billy Napier c'était très très compliqué. Euh, Là au moins c'est déjà un peu plus, ça ressemble déjà un peu plus du winning football. Maintenant effectivement c'est jamais très joyeux que quand tu vires ton head coach pour te remettre dans les bons rails, tu tombes sur Georgia d'entrée. C'est pas forcément la meilleure solution. Mais il y a du mieux. Il y a du mieux pour Florida. Encore une fois, ils ont un calendrier qui est pas jojo parce qu'ils vont finir contre Florida State qui en plus vient de se sortir les doigts du fondement. Donc, alors ils ont Kentucky la semaine prochaine. Donc Oui, heureusement. voilà. Heureusement qu'ils ont Kentucky pour respirer un peu au milieu de tout ça, Ils ont quoi. Kentucky qui va leur permettre d'avoir une petite semaine un peu plus calme. Et que je dis un peu plus calme, mais ça reste Mm. Kentucky et Florida est totalement capable de perdre ce match. Hein. Mais après, effectivement, ils ont une fin de novembre avec Ole Miss, Tennessee, Florida State
qui est pas très engageante. Donc il va falloir qu'ils trouvent leur football, leur nouvelle identité sur ce match contre Kentucky, sur la semaine prochaine. Mais voilà, on a vu des belles choses sur le match contre Georgia. Maintenant, faut qu'ils construisent dessus et qu'ils se préparent pour leurs 4 derniers matchs. Ouais, non, c'est clair, hein, on a eu une équipe combattante, une équipe voilà, qui a embêté Georgia jusqu'au bout. Alors c'est vrai que ce catch, non catch, je pense que comme le call sur le terrain, c'est toujours pareil, c'est le call sur le terrain qui décide un peu ce que ça va être. Parce que C'est ça. s'il décide que c'est un catch, je pense qu'il n'y a pas assez de preuves pour que ça, qu'il décide que ce soit pas un catch. Là, comme ils ont dit que c'était pas un catch, bah, en fait, on n'avait pas assez de preuves pour être sûr que ça soit une bonne réception. Donc je pense que voilà, c'est vraiment les cas où ce que décident les arbitres sur le terrain fait foi en fait, parce que bah, il n'y a pas assez d'angle pour voir ce qu'il en est. Donc je pense que c'est une défaite rageuse quand même, je pense, pour les Gators, mais qui est quand même pleine de promesses. Alors bien évidemment, toujours pareil, quoi, pleine de promesses, mais à quoi ressemblera ton programme après l'arrivée du nouveau head coach, le départ des joueurs sur le portail des transferts, l'arrivée de nouveaux, etc., etc. Mais voilà, il y avait, comme tu dis, il y avait il y a toujours un vent nouveau qui s'ouvre quand on vire un programme. Malheureusement, le vent n'a pas été suffisant pour emporter Georgia. Mais, euh, mais Georgia, quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, Kevin, mais Georgia continue à pas forcément rassurer. Alors, ils continuent de gagner, hein, bien évidemment, il n'y a qu'une défaite à la sortie, mais ils ont une marge de manœuvre qui est quand même vraiment minime, moi, je trouve, et que tu as l'impression qu'ils peuvent perdre contre n'importe qui, quoi, ce qui n'est pas vraiment typique des équipes de Kirby Smart. Alors, ils s'en sortent, bien évidemment, et le but, c'est d'être en 7-1 maintenant, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais attention quand même, parce que il y a quand même, sur les 4 derniers matchs, il y a quand même 2 gros matchs contre Texas et contre Georgia Tech. Et je sais pas, moi, tu vois, il y a un déplacement à Mississippi State. Tu sais jamais, quoi. Mm. T'es du côté, t'es du côté de Mississippi State. C'est un match de. Ah non, c'est un match à 18h. Pardon, je crois que c'est un match de nuit, c'est un match à 18h. Bon, on va voir, mais j'ai pas vraiment beaucoup de foi dans cette équipe-là qui joue un peu avec la nourriture, quoi, d'une certaine façon, quoi. C'est ça, on la voit pas comme avant en fait. Elle continue de gagner, mais il y a bah, tu vois ce dont je parlais avec Ohio State, il y a pas cette impression de puissance. Je pense que, comme je l'avais dit avant, Gunnar Stockton me surprend agréablement. Je l'attendais pas là au début de l'année. Donc c'est cool pour Georgia. Maintenant, effectivement, euh, je pense que comme tu le dis, ils sont prenables. Ils sont plus prenables qu'avant, et je pense que c'est le cas de toute la SEC qui n'est plus aussi top heavy qu'avant. Je pense qu'à part peut-être A&M cette année qui a l'air de se séparer un peu du lot, qui reste d'ailleurs, je crois, la seule équipe invaincue de SEC, si je dis pas de bêtises. Euh, C'est ça. Sinon, tout le reste, effectivement, il n'y a pas cette impression de domination. Tu vois, un Ole Miss, par exemple, qui était invaincu, qui a perdu il y a 2 semaines, mais même contre LSU, il gagne le match, t'as pas l'impression que c'est si fort que ça. T'as pas cette impression, tu sais, c'est bête, mais t'as pas cette impression SEC. Tu vois, t'as pas cette Ah impression ouais. de top SEC football, de ce qu'avait Alabama sous Saban, qu'avait Georgia sous Kirby quand il gagne, même si Kirby est encore là, mais t'as pas bon, LSU 2019, je suis pas sûr qu'on en voit de sitôt non plus, donc c'est pas forcément le bon exemple, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, cette équipe de SEC où t'en as peut-être 2 par an, peut-être 3 par an, Ah ouais. et qui tapent tout le monde. Et tu sais que quand ils vont se rencontrer, c'est le feu d'artifice. Bah là, alors certes, Georgia, Alabama était un très beau match, hein, mais contre les autres équipes, t'as pas cette impression de puissance. Et je trouve que bah, chaque semaine, c'est un peu dur où tu dis, bah, est-ce qu'ils vont être capables de perdre? Et tu dis, même les équipes qui sont un peu dans le bas. Tu vois, ta phrase du, bah, ils vont se déplacer à Starkville, à Mississippi State, bah, finalement, c'est beaucoup plus un upset alerte que ce qu'on avait avant. Avant, Georgia qui se déplace à Mississippi State, tu dis, bah, ok, c'est la bye week supplémentaire, quoi. Tu vois. Là, Hmm. maintenant, tu es vraiment capable de te dire, bah, ok, ça reste quand même un match piège. Ils sont pas aussi dominateurs qu'avant. Si jamais ils font un mauvais début de match, tu sais pas, une blessure, des flags, quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant et que je trouve effectivement, tu as raison, il y a beaucoup plus cette saison et notamment pour Georgia. Ouais, je pense que la SEC est remplie de bonnes équipes, tu vois, vraiment, je pense qu'il y a au moins 8 bonnes équipes, mais il n'y a pas d'excellentes équipes. Alors, peut-être qu'il y en a une qui sera championne nationale et je serai prêt à avaler Oui. mon chapeau, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, euh, mais je pense que, tu vois, tu vois, je pense que Tennessee est une bonne équipe, tu vois, par exemple. C'est pas une excellente équipe, mais c'est une bonne équipe. Je pense qu'Oklahoma est une bonne équipe aussi. Tu vois, pas une excellente, mais une bonne Oui. équipe. Et il y a plein d'équipes comme ça. Mizzou, pareil. Enfin, tu vois. Donc, il y a vraiment, on va dire, une bonne demi-douzaine d'équipes qui sont vraiment compétitives, mais pas d'équipes qui sont prêtes à tout écraser, comme c'était le cas des années, comme tu as dit, Kirby Smart au début des années 2020 ou Nick Saban. Mais tant pis, des fois, il suffit d'avoir un peu de chance, un parcours au CFP, voilà,
un peu ouvert. Enfin, sait-on jamais. Hein, je veux dire, tant que tu es encore en vie, tu es encore en vie. Et c'est des C'est ça. équipes qui sont quand même remplies de bons joueurs. Donc voilà, et c'est encore clair. Mais en tout cas, on va dire sur les 2 premiers mois de l'année, on n'a pas eu un sentiment de puissance, à part peut-être Texas A&M. Mais Texas A&M, pareil, la saison, il y a eu des hauts et des bas. Ils sont invaincus, certes, mais tout n'a pas été parfait. Et puis voilà, on va vite voir de quoi les Aggies se chauffent. Mais bon, voilà, Georgia s'en sort, c'est le principal. Et voilà, la lutte pour jouer la finale de la SEC est vraiment au cordeau. Et il y a une équipe qui a fait la bonne apparition ce week-end, c'est Texas. Texas qui s'est occupé du cas Vanderbilt. On le sentait arriver, Kevin, hein, on l'avait parlé hein, pendant le Ouais, ouais. 1-2-6. On savait que le jour où Texas tout clique, bah, je pense que c'est compliqué pour pas l'équipe et ça a été compliqué pour Vandy. Alors c'est vrai que le score final est relativement serré, victoire de Texas 34-31, mais Texas a quand même fait globalement la course en tête tout au long du match. Enfin, ils ont fait la course en tête tout au long du match. Et Vandy a fait un gros dernier quart-temps, mais c'était un petit peu trop dur pour récupérer les points perdus au passage. Ouais, ouais, c'était. Alors moi, je t'avoue que j'étais devant ce match. Hein. Je crois que c'était le match de 18h sur beIN, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Euh, C'est ça, c'est ça. le match était, je vais pas dire que le match était plié dans le premier quart-temps, mais il y avait que Texas, quoi. Il y avait que eux. Ils ont su profiter des erreurs. Ils ont scoré un réalisme d'enfer en attaque. Ça menait 17-0 à la fin de la première manche, à la fin du premier quart-temps. Euh, En fait, moi, je sais que j'étais en vocal avec Ryan, avec Guigui et tout, et même Guigui, c'est à la fin du match où très clairement, on avait tous lâché l'affaire. À la fin du troisième, il y a 30, bah, il y a 34-10 du coup. Et que ça, Ouais, c'était 34-10, ouais, c'est ça. à plus 24 avant le dernier carton. Et là, il fait attends, Vanderbilt est revenu. Et là, en fait, on se remet tous devant les scores, les trucs comme ça. Et ils leur ont mis 21-0 dans le dernier carton, ce qui gonfle un peu les stats de Pavia et ainsi de suite. Mais moi, je suis désolé, tu regardes, tu finis, il n'y a pas de run game à Vandy, en fait. Les, Ouais. t'as trois running Mmh. backs. Les trois running backs, ils ont 10 courses à eux trois pour, que je fasse un calcul rapide, 15 yards. Voilà. 10 courses, 15 yards. Pavia, 14 courses, 43 yards. Un TD, d'accord. Mais ça veut dire que t'as pas de run game. T'as même pas essayé, en fait. C'est ça qui est dommage. En face, Texas, juste Wisner, à lui tout seul, il a presque autant couru que Vandy en tant qu'équipe. Et il finit avec 75 yards. Donc, et Texas a une bonne défense, et ça on le savait, et c'est ce qu'on avait dit pendant le 1-2-6, hein, moi j'avais dit, je vois aussi bien Vandy capable de gagner de 10 points que de se faire blowout à la mi-temps. Et bah tu vois, c'était l'un des deux scénarios, mais comme tu l'as dit au début, Texas quand tout clique, c'est vraiment pas mal. Malheureusement, c'est un peu le problème de Texas depuis quelques années, c'est un tel manque de constance, où voilà, ils font un excellent match, hein, après bon, pour moi Vandy fait la différence dans le garbage time, donc ça compte pas, mais malheureusement tant que ça, Texas est capable de chier dans la colle la semaine prochaine, tu vois. Et c'était quoi? C'était il y a 2 ou 3 ans, je crois. Texas, ils perdaient tous leurs matchs dans le quatrième quart-temps. Tu te rappelles, Baptiste, ou pas? Ouais, bah, de toute Ils, façon, ils c'était un avaient peu la perdu marque peut-être des Longhorns, 6 hein, matchs. Ils avaient perdu peut-être 6 matchs dans le quatrième quart-temps, mais c'était une stat assez incroyable où en gros, ils menaient à l'entrée, ils étaient incapables de clôturer un match. Et là, enfin, il te reste 3 matchs au mois de novembre. Alors certes, t'as Arkansas qui a plus de head coach qui est au milieu, mais le match, il est pris en sandwich entre Georgia et Texas A&M. Euh, tu fais un match qui ressemble au dernier carton de Vanderbilt. Ah oui, c'est chaud, Sois ouais. pas sûr de ta peau, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est encore une fois Texas, quand Arch Manning il fonctionne, quand Arch Manning il est bien, quand il y a un bon run game, quand Sark il s'est levé du bon pied, quand la défense elle est réaliste. Ah, pour moi c'est une équipe top 10. Ok. Mais malheureusement Texas on a un peu vu au moins deux visages cette année, quoi. Ouais, Et c'est clair. chaque week-end tu te dis bah, quel Texas va se pointer, quoi. Puis là, on a même eu les deux Texas, hein, parce que le Texas du Oui, c'est quatrième ça, dans le même quart-temps, match, oui. je veux dire, ça faisait plus un first down, ça faisait, enfin, ça prenait des yards par wagon, enfin, et tu te dis heureusement que le match dure 60 minutes et pas 61, quoi. Donc, Ouais. mais c'est vrai que cette capacité, je pense que ça va être hyper frustrant pour les fans de Texas, c'est-à-dire que premier jeu, bam, TD de 75 yards, merci, au revoir, et tu dis c'est parti, 17-0, puis derrière, tu n'arrives même pas à capitaliser dessus, c'est-à-dire que tu sens quand même qu'ils sont fragiles mentalement et qu'il n'y a rien les fait basculer. Donc voilà, donc comme tu dis, hein, je pense que Vanderbilt jouait peut-être un peu plus haut que son niveau, et donc voilà, forcément, bah, dès que le niveau s'élève, peut-être c'est un peu plus compliqué. Mais Georgia, on a vu que c'est capable de battre n'importe qui, et voilà, et c'est pas flamboyant, mais ça gagne. Et puis le duel lors du Lone Star Showdown, lors du week-end de Thanksgiving, euh,
voilà, je pense que Texas A&M, ils vont y aller confiants. Même si le match était du côté d'Austin, je pense qu'ils vont y aller confiants et il y a de quoi. Parce que Texas n'a pas montré encore être capable de jouer un football complet pendant 60 minutes. Et que je pense que pour battre Georgia et ou Texas A&M, il faudra jouer un match complet. Donc voilà, donc pour l'instant, j'ai pas. Je pense que Manning fait un bon match. Alors, ses stats, il y a beaucoup de yards after catch, hein, qu'on soit très clair. Mais il Ouais. fait quand même un bon match. Il faut être quand même Et réaliste. Il fait un bon match. je sais pas si t'as vu la stat à la mi-temps des yards after catch, parce que du coup, comme on le disait, effectivement, il met sur le premier jeu, hein, je crois, premier jeu du match, il met Ouais, c'est ça. une running back swing et son running back qui va au bout. C'était qui? Non, pardon, c'était pas running back, c'était Ryan Wingo, le receveur. Euh, je crois qu'à la mi-temps, il est à 144 yards à la passe. Il en fait 149 et il y a 149 yards after catch. Donc c'est pour te dire, en gros, ça veut dire que Mm. pour faire simple, même si je pense qu'il a dû lancer des passes au-delà de la ligne de scrimmage, c'est comme si tu faisais en gros 150 yards sans lancer la balle au-delà de la ligne de scrimmage. Donc je Et tu pense que sens, sur l'ensemble du match, c'est mm, pas le cas, tu vois. mm. Mais c'est vrai tu, que tu sens, tu sens qu'il quand même qu'il est pas en top confiance, hein. Je veux dire, c'est très ah, bien voilà, c'est aussi la qualité de Sark en tant comment dire, coordonnateur offensif, parce que je pense que c'est un bon coordonnateur offensif, c'est qu'il est oui, capable de mettre son QB en confiance. Mais tu vois, les jeux appelés, tu sens quand même que c'est quand même, c'est pas le Arch Manning qu'on pensait avoir en début de saison quand même. oui, mais après, ce que les gens oublient, c'est que Arch Manning, c'est un first year starter en fait. De la même manière que ben, Dante Tout à Moore, fait, par exemple, tout on à se dit, fait. bah oui, mais il est éligible pour la draft et tout. Non, mais c'est sa première année en tant que starter. Le mec, il joue en SEC. C'est pas non plus. En fait, parce qu'il s'appelle Manning et qu'il est à Texas et que ça fait 3 ans qu'il joue, je sais pas quoi, tout le monde se dit, bah ça y est, ça va devenir le Iceman. Non, en fait, c'est pas. Le football, ça se découvre pas comme ça. Faut lui laisser le temps aussi. Et ce que les gens oublient souvent, c'est que tu peux pas, rien ne vaut l'expérience du terrain. Donc c'est pas parce que tu rentrais pour jouer 3 zones read contre Arkansas l'année dernière que tu vas devenir un starting QB en SEC comme ça. Donc je trouve qu'il apprend. Je trouve que déjà, et qu'on peut reprocher à d'autres QB cette année, hein, Manning, je trouve qu'il y a une progression depuis le début d'année. Tu vois, depuis son premier match contre Ohio State, euh, depuis, euh, depuis même son premier match de SEC, je trouve qu'il y a une certaine progression. Je trouve qu'il gagne en confiance. Je trouve qu'il y a du mieux. Donc certes, les stats, elles sont peut-être un peu gonflées avec l'offense de Sark et beaucoup de passes derrière la ligne de scrimmage, mais je trouve que au moins pour sa première année en tant que starter, il y a une progression. Et encore une fois, on peut clairement pas dire de la même chose de tous les QB qu'on voit cette année. Ouais, on est d'accord là-dessus. On va parler vite fait de Vanderbilt. Comment tu sens la fin de saison là du coup pour les Commodores? Parce que bon, il reste en course, hein, pour le CFP, sait-on jamais. Est-ce que tu penses que c'est pas la défaite de trop et que ça va pas lâcher un peu dans les têtes après Avec, cette défaite-là? avec 7-2 en SEC, le problème c'est que t'es 1, 2, 3, 4, 5, t'es septième en SEC. D'accord? T'as Oklahoma, des équipes, ils sont 7 équipes avec maximum de défaites. T'as Oklahoma qui est devant toi, qui à moins qu'ils s'écrouent, ils seront quand même devant toi en CFP. Texas t'a battu, donc ils ont le head-to-head. Georgia Ole Miss c'est devant et A&M Bama c'est devant. Donc à moins qu'une de ces équipes s'écroule totalement, en sachant que les matchs qui leur restent, il leur reste Auburn et Kentucky et Tennessee. Donc en fait, eux-mêmes n'ont pas le moyen de battre une des équipes devant eux, parce que Tennessee est 23. Bon, Tennessee est encore classé, allez savoir comment avec 3 défaites, mais bon, bref. Euh, Tennessee est derrière eux, Auburn et Kentucky sont pas classés. Donc eux-mêmes n'ont pas le moyen d'aller gagner un petit head-to-head pour le CFP avec une autre équipe. Seule solution, c'est que ça s'écroule, que les équipes se battent entre eux et qu'ils aillent gratter une hypothétique finale de conf peut-être, ou que ça s'écroule, qu'ils soient troisième de SEC peut-être. Mais pour moi, ça impliquerait, parce que là, ils sont encore 15e. Je vois pas comment tu peux monter dans le classement avec ce qui te reste au calendrier, en fait. C'est ça le problème. S'il te restait des gros matchs, tu aurais pu aller chercher une 10e, une 12e place. Là, t'es 15e. Si tu gagnes, ça va pas forcément te faire gagner de place dans le classement. Et quand il va falloir parler de College Football Playoff, tu vas pas aller donner cette place à euh, si c'est ça, tu vas pas donner cette place à la SEC juste pour mettre Vanderbilt, tu vois. Donc, et allez, tu sais qu'on va même dire 5 au cas où tu 2 programmes devant qui s'écroulent. Je pense que entre Notre-Dame et peut-être une troisième équipe comme Oregon en Big Ten, potentiellement plusieurs équipes de Big 12 ou de ACC même, hein. Donc non, non, Et ici, on en parlera après, mais j'y ouais. crois pas trop à la capacité qu'il y ait plusieurs équipes avec ce qui s'est Alors passé maintenant ce que week-end. Mais bon, on bon, en hein, parlera parce que... effectivement, mais comme Georgia Tech a paumé, je pense que Mm. enfin, Georgia Tech et Miami d'ailleurs, Et je Miami. pense que c'est effectivement
cette version du futur a disparu. Mais voilà, je trouve que c'est pour l'instant, vu le calendrier, vu ce qu'ils ont eu avant et ce qui leur reste, je trouve que c'est comme tu dis, c'est la victoire qui aurait fait du bien parce que tu aurais enchaîné avec une victoire contre LSU classée, une victoire contre Missouri classée, une victoire contre Texas classée, la seule défaite contre Alabama. Ça avait de la gueule comme calendrier. Là, 2 défaites, il te reste pas forcément de quoi monter, j'y crois pas forcément. Je suis assez d'accord. Et puis ça ne m'étonnerait pas qu'ils paument un match, un des 3 derniers, contre Tennessee, tu vois, par exemple. Tennessee me semble le candidat idéal, hein, pour une défaite de plus pour Vanderbilt, mais voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'ils perdent contre Auburn, par exemple, tu vois. Mmh. Oui, oui. On finit de tour de la SEC, on parle d'Oklahoma Tennessee. Alors c'était un match, voilà, on attendait feu d'artifice. C'était de nuit du côté de Neyland. Alors il y a eu un feu d'artifice d'erreur et de turnover de la part des Volunteers qui ont bien profité au Oklahoma. Oklahoma n'était pas forcément la meilleure équipe sur le terrain, mais voilà, ils ont été plus cliniques. Bon, on est d'accord qu'on peut éliminer Tennessee à la course au playoff, là, je pense très clairement. Oui. Oklahoma se relance. Euh, voilà, sait-on jamais. Il reste un gros duel contre Alabama. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? John Mathir, ça continue à être compliqué pour lui. En face, Joey Aguilar, plutôt bon, mais 2 interceptions assez coûteuses. Euh, Pas de rejeu au sol pour les Volunteers. Je pense que ça leur fait du mal quand même sur l'ensemble du match. Mmh. Je sais pas. Je suis un peu déçu. Je trouve que ce match n'était pas un grand match de college football de manière globale. En fait, je pense que c'est 2 équipes qui ont des faiblesses. Oklahoma en a peut-être un peu moins que les Volunteers, mais j'ai quand même peur que voilà, voilà, les Volunteers c'est terminé pour le college football playoff, mais j'ai peur que les Sooners il y ait une 3e défaite, notamment contre Alabama d'ici la fin de la saison. Ouais, je suis d'accord. Le Mathir post-surgery, c'est clairement pas le même. Là, à la passe, tu vois que c'est limité en fait. C'est clairement pas le même, donc ça se repose beaucoup sur ses jambes. Heureusement, ils ont Xavier Robinson qui court bien aussi à côté de lui, ce qui est vraiment pas mal. C'est un QB qui peut se reposer sur un run game, hein. Il finit avec quoi? Avec 115 yards gagnés en 16 courses avec un TD, donc 7,2 de moyenne, c'est vraiment pas mal. Maintenant, Tennessee en face, je suis déçu parce que Tennessee, alors était 14e, ils sont maintenant 23e si je dis pas de bêtises, ils sont au fin fond du top 25. Ta meilleure victoire, si je dis pas de bêtises, c'est quoi? C'est Mississippi State, ta meilleure victoire? 41-34 là-bas. Euh, Ton fait d'arme, en fait, c'est quoi? C'est d'avoir perdu de pas beaucoup contre des équipes classées devant toi. Parce que tu perds de 3 points contre Georgia, quand même de 17 points hein, contre Bama et de 6 points contre Oh, mais Oklahoma. En fait, ça suffit je, pour être classé, c'est ça qui est beau. tu vois, enfin, on en reviendra après, mais c'est pas parce que ils jouent Oregon ce week-end, mais comment tu peux ne pas classer Iowa, qui n'a qu'une défaite, et Il n'y a aucune classer un explication. Tennessee parce que, c'est ça, parce que, alors, le problème, c'est qu'en fait, tu récompenses des défaites. Ce qui veut dire que on tape sur un James Franklin qui est pas capable de battre les équipes classées. On tape sur je sais plus quel coach a le même problème aussi là, qui a eu un peu les mêmes stats. Bah ouais, mais Tennessee, en fait, cette année, littéralement, ils ont 3 matchs contre des équipes classées, 3 défaites. Donc en gros, je suis Ouais, c'est désolé, clair. tu vas taper sur certains coachs, tu vas taper sur certains programmes parce que dès qu'il faut jouer des équipes classées, t'en fous pas une. Bah ouais, mais tu laisses les mecs classés en 23e parce qu'ils sont SEC, parce que tu as le bénéfice du doute, parce que les équipes contre qui t'as paumé sont dans le top 10. Bah non, en fait. C'est si tu es capable de gagner que contre des peintres et que dès que tu as une équipe qui a un pouls en face, bah, t'es pas capable de faire quoi que ce soit. Bah désolé, mais t'es pas classé. Encore une fois, c'est pas comme si. Il y a des équipes où je peux avoir l'argument, ok, qui est-ce que tu classes devant? D'accord? Mm. Tennessee, tu la mets en fin fond de. Pour moi, Tennessee est pas dedans. Tu classes Iowa, même 24e, je m'en fous. Et tu mets Mm. Tennessee, déjà, ne serait-ce qu'ils aient des Je suis votes, d'accord ça avec toi. m'énerve, tu vois. Et pour moi, il y a que le fait qu'ils aient le petit logo SEC à droite du maillot qui fait que ils sont classés, quoi. On est d'accord. Kevin, si je te dis 55, 51, 40 et 55, est-ce que tu sais ce que c'est? Ah, attends, répète-moi ça. 55, 51, 40 et 55. Alors, c'est le nombre de points marqués. Alors, soit encaissés, soit marqués par une équipe.
Non, c'est la distance des field goals de Tate Sandel, le kicker d'Oklahoma sur le match contre Tennessee. C'est clairement lui qui a fait basculer le match pour les Sooners. Une performance voilà, assez rare hein, en college football de voir un kicker qui fonctionne bien. De manière globale, les kickers de l'Oklahoma, alors Tate Sandel n'est pas de l'Oklahoma, mais les kickers de l'Oklahoma ont été on va dire, à la fête ce week-end, puisque Cam Little, le kicker, il kick les Jaguars, non, c'est ça, Cam Little Les en Jaguars, c'est NFL? ça. Ouais. Eh ben, il est originaire de l'Oklahoma, donc voilà, il vient de battre le record. Donc voilà, un bon week-end pour nos amis des kickers originaires de l'État. Et donc voilà, donc une star quand même assez rare hein, dans les matchs d'universitaires, donc le kicker. Donc voilà, donc une bonne victoire pour Oklahoma qui se relance. On verra ce que ça donne, mais c'est encore ouvert pour eux. Est-ce que c'est bon pour toi pour la SEC? Est-ce qu'on peut passer à l'ACC qui a connu un week-end mouvementé et pas terrible pour la conférence? Allons-y, parlons du chaos de la SEC. Qu'on soit très clair, ça pue pour voir une équipe, Ouais. enfin plus d'une équipe pour la conférence au College Football Playoff, puisqu'il y a eu de la défaite simultanée de Georgia Tech du côté de NC State et de Miami du côté de SMU. Par quel match tu veux commencer? On commence par les Canes, non? Qui Oui, ont on va perdu en commencer par les prolongation. games. Allez, Ouais. c'est parti. Je sais pas ce que tu veux dire sur ce match-là. Miami Ouais, voilà, qu'on pensait avoir fait le plus dur. Il repasse devant, non, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, sur la fin de match. mm, Et derrière, ça paume en prolongation. Ouais, il passe 20-17. Ils sont un field goal à pas voilà, une dizaine de minutes de la fin du terme. Mais voilà, SMU sort le drive qu'il faut pour arracher la prolongation. Et en prolongation, interception ou fumble de Carson Beck, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, perte de balle et de l'interception, la ouais. part, ouais, interception hein, de la part de Carson Beck. Et derrière, bah voilà, simplement, il y avait besoin de marquer. Il peut se permettre de marquer un touchdown. Victoire 26-20. Miami, bah voilà, on pensait que ça allait mieux après la victoire à Stanford la semaine dernière. Bah finalement, ils sont tombés dans leur travers. Et si Carson Beck, voilà, fait des interceptions, ne joue pas enfin, en tout cas à un niveau qu'on attendait lequel est le sien, bah c'est compliqué pour les Hurricanes. Et patatras. Et je sais pas si ça sera suffisant pour les playoffs, même s'il reste à 2 défaites. Honnêtement, je pense que ça sera léger. Je sais pas ce que tu en pensais de ce match et du futur, hein. Ouais, non, comme tu dis, je pense que la SEC, c'est un peu le week-end qui leur a plombé leur. Parce qu'il y avait vraiment cette discussion, hein, c'était une discussion qui était réelle hein, entre Georgia Tech, Miami et Virginia, parce qu'il y a Virginia qu'il faut pas qu'on oublie aussi, il y a vraiment une discussion réelle là-dessus. Et là, malheureusement, le fait d'avoir deux équipes qui paument, dont Miami, qui était la tête de proue de cette conférence avec la saison catastrophique de Clemson et donc les débuts de saison tambour battant des Hurricanes. Et puis là, c'est quoi? C'est 2 défaites en 3 semaines, si je dis pas de bêtises? Ouais, Donc ouais c'est ça. c'est C'est ça. et c'est compliqué et tu tapes un peu sur la conférence qui est déjà un peu vue comme la plus mauvaise conférence du Power 4, et tu fais pas forcément du bien. Derrière, tu vois, je parlais des QB qui ont pas forcément progressé. Bah, Carson Beck, Ouais. contre une défense de SMU qui est pas non plus la meilleure du pays, la meilleure même de SEC, hein, à chaque fois, j'ai l'impression de dire SEC, non, de ACC, pardon. Bah, Euh, quand tu prononces à l'anglaise, les deux ont tendance à se c'est ça. Bah, confondre quand même, c'est hein. quoi? Je vais dire la ACC, du coup. Je vais dire Ah, ACC c'est SEC immonde. comme ça. C'est immonde. Ah, mais moi, ça me fait mal au cœur quand je le dis. Autant la sec, tu vois, ça me dérange pas de dire la sec, Oui, autant dire sec. l'ACC, je trouve que c'est bizarre. Le problème, c'est que dire sec, ça me fait mal au cœur à moi. C'est ça le problème. Ah, ok, je comprends, je comprends. Mais donc la ACC ou la conférence atlantique, allez, voilà, on va dire ça comme ça. La conférence atlantique, c'est pas la meilleure. SMU, c'est pas le SMU de l'année dernière non plus, hein. Et là, tu vois, tu vas paumer à Dallas, je sais pas, j'ai vraiment, vraiment pas aimé ce match. Encore un Cristobal toujours pas capable de faire ce qu'il faut contre des équipes non classées parce que SMU n'est pas classé cette année. Il a un record assez terrible. Il est pas à 11-11 ou 11-14 ou il a vraiment pas des stats folles contre les équipes. Ouais. C'est vraiment pas foufou ces stats. Et chaque année, malheureusement, bah, on retrouve avec les mêmes choses, des déceptions au mois de novembre qui coûtent tout espoir de playoff parce que là, même si tu finis sur du 10-2, enfin, tout simplement, je pense que les espoirs de Miami et même de Georgia Tech, du coup, hein,
même pour n'importe quelle équipe de ACC, c'est d'aller chercher le titre de conf pour aller en playoff. Je pense que même si tu es perdant d'une belle finale, avec 2 défaites, je pense pas que tu vas en playoff. Non, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est vrai qu'on avait un espoir, parce qu'au bout d'un moment, dans le top 15 national de cette année, tu avais Clemson, tu avais Miami, tu avais Florida State. Tu t'es dit, putain, ça y est, c'est le retour de la conférence. Et en fait, patatras, en fait, les trois équipes sont plus classées. Les trois équipes, ça part en cacahuète. Alors, on peut mentionner Clemson en rapidos, mais c'est quand même. Alors, ils se font un peu niquer par l'arbitrage, hein, qu'on soit très clair, mais une défaite à Oui, j'ai domicile vu, ouais. contre Duke. Ouais. Mmh. C'est terrible. Alors, je sais pas de quoi l'avenir sera fait pour les Tigers. Est-ce que Dabo stop ou encore? Moi, j'ai mon avis sur la question, mais est-ce que le directeur athlétique est la même que moi? Je ne sais pas. Mais bon, voilà, on pensait que ça allait être le retour de l'ACC au premier plan. Au mois de septembre, on y a cru. Le mois de novembre arrive et la réalité du mois de novembre, c'est souvent la réalité de la fin de saison. Donc voilà, donc moi j'ai Cristobal, toujours les mêmes trucs. Bon, alors toi, tu connais bien, Kevin, hein, t'as pratiqué Oui, le oui. bonhomme. Mais c'est vrai que à chaque fois que tu penses que Miami tutoie les sommets, Patatras, il se casse la tronche et tu te retrouves dans les mêmes travers que l'année dernière. Alors effectivement, il y a eu aussi des décisions arbitrales un petit peu bizarres, mais toujours est-il que ce match-là, ils doivent se le rendre facile aussi. Hein, je veux dire, ils doivent pas être en position de le Oui. perdre. Et ça n'a pas été le cas. Et voilà. Et Cristobal, est-ce que Cristobal est le coach idoine pour t'amener au sommet? Semaine après semaine, année après année, même j'ai envie de dire, il prouve peut-être que non. Donc voilà, donc moi j'ai été très hypé, hein, je l'ai dit au micro du podcast. Je pensais que Miami était une équipe hyper compétitive et peut-être la plus complète du pays. Je me trompais une fois n'est pas coutume. Avec, je pense que trop Carson Beck dépendant, en fait, au final, je pense. Et que quand le jour Oui. où Carson Beck est pas parfait, patatras, il n'y a peut-être pas assez de talent autour, je ne sais pas. C'est peut-être pas assez bien coaché, peut-être aussi. Mais voilà, très déçu de Miami qui a dit probablement adieu à ses espoirs de college football playoff et donc de titre, parce que c'était quand même un peu l'objectif en début de saison. C'est quand même terrible, hein. Ils commencent un début d'année, ils défoncent, enfin, ils battent Notre-Dame, ils défoncent USF, ils défoncent Florida, et puis patatras, tout se casse la gueule, quoi. C'est assez terrible. Je pense que fan des Hurricanes, quand le mois de novembre arrive, tu dois commencer à te chier dessus un peu. Ouais, et puis Cristobal, tu le vois un peu comme c'est un excellent recruteur, il y a rien à dire. Hum. C'est un excellent coach de ligne, il y a rien à dire. Mais c'est derrière que ça pêche, quoi. Tu vois, après, c'est pas une insulte de dire qu'il y a des mecs qui sont pas forcément faits qui sont des très bons coachs, mais qui sont pas forcément faits pour être coach, tu vois. Enfin, pour être head coach. On va dire ça Ouais, comme bien ça. sûr. Tu vois, par exemple, Hum. un Dennis Allen en NFL, qui est catastrophique en tant que head coach, mais qui est un coordinateur défensif, mais je le prends tous les jours. Mais qui a un des pires winning records de tous les head coachs depuis 40 ans, voire même de l'histoire de la NFL. Donc, c'est bête à dire, mais ça arrive. Tu peux être un très bon cordeau, très bien appeler tes jeux, très bien designer tes jeux, mais le fait de construire une culture pour toute ton équipe et ainsi de suite, ça peut ne pas être ton truc. Donc voilà, la question se posera sur Cristobal. On verra à la fin de l'année déjà ce que le département athlétique de Miami compte faire. On verra déjà comment Miami est capable de finir la saison. Est-ce qu'ils sont capables, mine de rien, d'aller accrocher une hypothétique finale de conf? Parce que c'est quand même possible d'aller la chercher, hein. Avec deux, Parce que avec deux, Miami, avec deux défaites, ils sont pas éliminés mathématiquement, mais je pense que ça va être compliqué, hein. ils sont déjà 7e en ACC avec Hum. 2 défaites. Ce qui est quand même énorme. Après, tu as une fin de calendrier avec NC State, dont on va parler tout de suite, Virginia Hum. Tech et Pitt. Mais c'est vrai que tu as même. Alors, Duke, je sais pas comment. Ah, si, en conférence, parce que Duke, par exemple, n'a qu'une seule défaite en conf. Ah ouais, Parce attention que à Duke, Miami hein. est à 2-2 en conférence. Donc là, c'est. Effectivement, Hum. comme tu sais, pour Miami, aller chercher une finale de conf, ça va être la question que tu me posais sur Vanderbilt tout à l'heure. C'est à moins que ça s'écroule devant. Ouais, parce que là, Mais tu as 1, 2, 3, si. 4, tu as 6 équipes qui ont un meilleur bilan qu'eux, hein. Et tu as SMU qui aura le tiebreaker face à eux. Ouais. Donc je sais Et pas encore une trop. fois, Enfin, les équipes oui. que tu joues, c'est NC State qui est derrière toi en conf, Virginia Tech qui est derrière toi en conf. Il y a que Pittsburgh qui est devant, qui est à 5-1. Putain, ils ont joué 6 matchs de conf. Miami en a joué que 4. Ok. Ah oui, mais c'est la CC, ils ont que 8 matchs de conférence, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont Et puis, comme la CC. Ok, d'accord. ouais. Et puis Miami a joué déjà ses matchs out of conference d'entrée de jeu. Enfin, ils ont Ouais, ouais, c'est ça, joué ils ont leurs joué 4. ouais. Ok, mais donc du coup, voilà, ils ont une fin de calendrier qui est peut-être un peu plus. Et ils ont Syracuse aussi, pardon, j'avais pas vu. Mais donc Bon, ça va. Syracuse Ça aussi va, il derrière. faut. Donc en fait, ils ont aucune équipe contre qui pourrait avoir, ce qu'on appelle un match contre double,
où l'équipe qui est devant Mhm. toi, tu lui rajoutes une défaite, toi tu prends une victoire, c'est un match contre double. Là, 3 des 4 équipes que tu joues, elles sont derrière toi au classement de conférence. Donc, c'est pas vraiment ce que je disais, c'est t'as pas vraiment moyen de monter dans les classements avec ce que tu as en restant, quoi. Ouais. On va parler de Georgia Tech maintenant, Kevin. Alors ça, c'est la Ouais, défaite. et On sentait le match un peu bourbier contre NC State, ça s'est bah, confirmé. Oui, vas-y, tu vois, je te laisse. Georgia Tech, il y a une stat qui était pour moi l'une des stats clés. Genre, la faiblesse de Georgia Tech, c'était le run game, d'accord? Ils se déplaçaient à NC State face à l'un des meilleurs running backs du pays, en fait, des meilleurs running games du pays, Jaden Scott, le numéro 4 de NC State, le running back. 24 portées, 196 yards, 1 TD, 8,2 de moyenne. En gros, ça veut dire que en moyenne, tu donnes la balle à ton running back star, Il chope le t'es en first down, deuxième et quoi. deux. T'es en deuxième et deux. Voilà. C'est bête, hein, mais statistiquement, c'est ça que ça veut dire. Donc, on sait que c'était le match-up. On sait que c'était le Jaden Scott contre la run defense de Georgia Tech. Bah, 48-36 à la fin. Autant vous dire que c'est NC State qui est du bon côté de la barrière. Georgia Tech fait un bon match en soi, mais au bout d'un moment, quand t'as une équipe qui est faite pour exposer ta faiblesse dans un match-up, bah, c'est compliqué. Donc, c'est une défaite qui me fait chier parce que j'aime bien Georgia Tech cette année. Et très honnêtement, j'aurais adoré les voir en playoff. Parce que je trouve que c'est une équipe un peu comme Vanderbilt, et pas à cause des couleurs, mais c'est une équipe qui te donne envie de regarder le football. C'est bête de Ouais, dire ça, clair. mais c'est une équipe qui est très bien coachée, qui a du cœur, qui a une vraie âme. Bah, et Pavia et King, c'est un peu la même chose. C'est des gars qui ont su, c'est des vrais leaders, qui ont toute leur équipe qui est prête à mourir pour eux, tu vois. Et c'est une équipe que je kiffe voir jouer, mais malheureusement là, de se dire que la marche NC State était trop haute, NC State qui est maintenant à 5-4 en overall, à 2-3 en ACC, c'est chaud de se dire ça, mais le match-up clé, ils n'ont pas été capables de le gagner, tout simplement. Ils ont fait 583 yards, hein, tout Ouais, simplement. ouais. Ensking, il a eu 500, plus de 500 yards à lui tout seul, mais pas suffisant. Ouais, comme tu dis, quand la défense est trop poreuse comme ça, notamment au sol, enfin, voilà quoi, ça pardonne pas. Alors c'est vrai que Georgia Tech, en plus, a une fin de calendrier qui est pas simple, hein. Il y a plus que 3 matchs à jouer pour eux, mais il y a Pitt, puis Georgia. Ouais. Et pareil, je suis pas certain qu'une 2 défaites, je sais pas si ça sera suffisant. Alors s'il y a 2 défaites et dont une victoire après contre Georgia, peut-être, mais je pense que les ambitions de la conférence d'avoir plus de 2 équipes, enfin, d'avoir 2 équipes ou plus dans les 12 derniers, je pense que ça va être compliqué. À mon avis, on va avoir le vainqueur de la conférence et c'est marre. Donc voilà, donc c'est un week-end un peu désastreux, hein, pour les Six de manière globale. Voilà, on sait que les saisons sont longues, hein, c'est confirmé, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, il faut être concentré, prêt pour chaque match et que voilà, sachant que tu deviens un peu la cible pour tout le monde aussi, hein, Georgia Tech, je pense que tout le monde voulait les faire tomber et tu tombes contre une équipe, comme tu as dit, qui est fort là où tu es faible, donc ça n'a pas pardonné. Mais un peu comme toi, hein, moi j'aimais bien cette équipe de Georgia Tech et je suis un peu déçu, mais bon, c'est la réalité du terrain aussi, hein, tu peux pas avoir que des belles histoires tout le temps. Il faut être compétitif et semaine après semaine, et c'est là où c'est complexe. Donc tant pis pour les Yellow Surtout, Jackets. surtout au bout d'un moment, la Heinz King dépendance, Ah bah elle se paye clair. en fait. Parce que là, tu le dis, hein, il finit à plus de 500 yards, il est à 511 yards au total. Donc il tente 35 passes, il fait 20 courses. Le reste du running game dans l'équipe, c'est 13 courses. Et on l'a dit, dès le premier match de l'année, on le voyait où il faisait 20 courses dans le match, tous les pets, parce que tu prends des pets sur les courses, mais tu prends des pets quand tu prends des sacs aussi ou sur les jeux de passe. Tu voyais que dès le premier match de l'année, il avait du mal à se relever et tout. On l'a dit, hein. On l'a dit, c'est pas viable sur le long terme. Et là, on arrive en novembre, on arrive vraiment dans la dernière ligne droite de la saison. Et c'est là où les coups, ils sont pas forcément plus forts, mais ils commencent à faire plus mal parce que bah t'en prends depuis la fin août. Donc c'est compliqué. Et tu vois, il y a forcément, en fait, c'est moche parce que c'est une équipe que tu veux voir gagner, mais on l'a dit et c'est obligé. Ta stratégie, elle est pas viable sur 12 matchs. Tu peux pas gagner 12 matchs comme ça. Je pensais que potentiellement ils finiraient en 8-0 en conf et que ça craquerait contre Georgia. Logiquement, on va dire ça comme ça. Bah, visiblement, il y a une équipe qui a été capable de plier sous Heinzkig, mais de ne pas rompre et de faire mieux avec leur attaque de leur côté. Effectivement, donc on va voir ce que ça va donner, mais voilà, les Sissi, grande perdante de ce week-end, très clairement.
On part du côté de la Big 12 maintenant pour clôturer un peu le Power Four. On va parler qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de Utah qui a, bah voilà, on le savait hein, que aller jouer à Utah de nuit c'est compliqué. Bah, Cincinnati patatras, grosse défaite, hein, 45-14 pour les Utes. Voilà quoi dire. On s'attendait à ce que ça soit complet, notamment avec le profil peut-être de Devon Dunpierre, ça s'est confirmé. Alors c'est vrai qu'en termes de stats, on se dit que les Bearcats c'était pas si loin que ça, mais en fait ils ont finalement fait la course. En tout cas les Utes ont fait la course en tête de A à Z. Voilà, et les Utes qui se replacent. Moi j'aime beaucoup cette équipe de Utah. Alors c'est vrai qu'ils ont déjà 2 défaites au compteur et que ça sera peut-être un peu short, mais c'est une équipe qui offensivement est quand même hyper costaud et puis qui est capable de créer des turnovers à des moments clés. Et voilà, et Cincinnati qui était peut-être un peu en sur-régime aussi et voilà qui tombe sur une équipe qui est potentiellement plus forte qu'elle et je pense que ça peut pas pardonner en plus du côté de Utah. Donc, je sais pas ce que tu as pensé, toi, de ce match-là, mais voilà, une victoire, Bah, somme toute logique pour moi. oui. Ouais, oui, c'est logique. Et puis, c'est une équipe qui a 2 défaites comme Miami, par exemple, mais qui a clairement pas la même dynamique. Et on sait que bah, quand tu vises une place en playoff, comme je disais la dernière fois, c'est que tu paumes en septembre et tu paumes en novembre, c'est pas la même chose. Et c'est malheureusement avec la culture de l'instant, entre guillemets, c'est la dernière impression que tu vas laisser qui va compter. Utah, là, tu commences ton mois de novembre en tapant Cincinnati qui était classé, tu leur mets 45-14. Le Cincy qui a relativement une bonne attaque à la passe. Tu limites le QB adverse à un 11 sur 33. 33%, c'est une bonne stat au baseball quand tu es en ton batting average. Au football, c'est pas une bonne stat. D'accord? Donc, bon, je dis ça parce qu'il y avait les World Series qui se sont terminés là, il y a 2-3 jours, mais tu... 11 sur 33, on se rend pas compte que nous, on considère que 55-60%, enfin, on va dire 55-50, c'est pas une stat de fou. C'est pas bon pour un QB. 33%, c'est famélique. Ça veut dire qu'il y a un énorme taf qui a été fait de la part de la défense, qui encore une fois est sur je pense, une pente ascendante. Dampire, je pense qu'il fait ce qu'il faut pour gagner. On va dire ça comme ça. Je pense que, bah, un peu comme je disais avec Heinz King, il y a un moment où ça va craquer parce que ce sera pas viable contre Bah, des équipes, ça a déjà craqué, hein, de toute façon. c'est ça, mais qui seront supérieures défensivement. Donc pas potentiellement en playoff. Après, ça veut pas dire tu peux pas avoir la mentalité du bah ils seront pas capables de battre une équipe de playoff, donc on les met pas en playoff. J'aime pas du tout ce raisonnement. Si pendant la saison tu as fait le taf pour y aller, tu y vas. Et après sur un match, bah, il peut sortir le match de sa vie et aller taper une équipe de SEC ou de Big Ten, tu vois. Et tu peux pas partir du principe que on va on va parler du sport préféré de la SEC, qui est les matchs hypothétiques. Mais voilà. Après, ils ont un reste de calendrier, c'est quoi? C'est Baylor, Kansas State, Kansas. C'est un calendrier qui est low-key un peu compliqué aussi. Donc, t'es à 7-2, 4-2 dans la conf. Encore une fois, mais c'est le thème hein, des équipes dont on parle. Toutes les équipes que tu joues ne sont pas devant toi en conférence. Donc, tu viens de battre Cincinnati qui est devant toi, ça c'est pas mal. Par contre, tu viens de mettre une défaite à Cincinnati et tu prends le head-to-head. Donc ça c'est bien. Mais derrière, voilà, ça t'oblige à gagner, à win out ta fin de saison. Il faut que tu finisses à 10-2, Et puis, il faut 10-2 et espérer 7-2 des en défaites conf. devant aussi, hein. C'est ça, t'as clairement pas ton destin entre tes mains. Donc, tu as 2 matchs. Attends que je sais pas de conneries. Tu as 2 matchs à l'extérieur en plus, à Baylor et Kansas. Donc voilà, t'as pas le calendrier le plus facile de la fin de saison. T'as pas ton destin entre tes mains. Maintenant, je trouve que contre Cincy, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et je pense que c'est le principal. Là, ils sont plus forcément dans une optique où tu as besoin de montrer quoi que ce soit. En fait, tu as juste besoin de gagner. Tu as juste besoin de gagner et prier pour que tu aies un, un- des mouvements favorables dans les autres matchs. Là, occupe-toi de gagner tes matchs, peu importe le résultat, gagne tes matchs, finis à 10-2, et après tu verras, advienne que pourra. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une équipe qui monte un peu en puissance. La défaite à BYU, bah, ça reste une défaite à BYU dans un match de rivalité. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise équipe. Ils sont peut-être tombés sur plus fort qu'eux à ce moment-là. Donc moi, je les enterre pas, les Utes, et je fais partie. Ouais, je pense que c'est une bonne équipe qui, malheureusement, voilà, a des défaites contre des équipes qui sont fortes aussi, hein, qu'on soit très clair. Hein. C'est des défaites contre Texas Tech et contre BYU. Hein. C'est pas des défaites contre des Oklahoma State et USF. Hein. Donc voilà. Donc je pense que Et c'est une bonne équipe. c'était Texas Tech avant que Texas Tech retombe un peu aussi. Hein, c'était Ouais, c'est ça. le C'était le cinquième gros match. Texas Tech, quoi. C'est le gros Texas Tech. En plus, si je dis pas de bêtises, Dampier est pas à 100% sur ce match-là, voire même il sort à un C'est ça, c'est moment. ça. Donc voilà. Et en plus, BYU, qui est l'une des, on va se mentir, hein, qui est une des meilleures équipes du pays quand même, tu perds que de 3 points Mhm. là-bas. Tu as 2 autres matchs contre des équipes classées.
tu éclates Arizona State, et il y avait encore Sam Leavitt à ce moment-là, tu leur mets 42-10. Là, tu as Cincy qui est classé, tu leur mets 45-14. Pour moi, c'est un résumé qui est pas si dégueulasse que ça, tu vois. Donc, C'est clair. si ça win out à 10-2 et que. Alors, si ça va pas en finale de conf, on se pose pas la question, parce que je pense que, comme pour la CC, il y a, je pense, que 2 équipes maximum qui pourront y aller, et forcément, bah, tu prendras le perdant de la conférence. Je pense pas que tu tirerais un trait sur le perdant de la conf pour prendre une équipe qui n'y était pas, parce qu'elle a, tu sais, potentiellement un meilleur bilan overall. Tu vois, ça peut arriver. T'as un meilleur bilan overall, mais un moins bon bilan en conf, donc t'es pas allé en finale. Je vois pas le comité tirer un trait sur un finaliste de conférence. Donc voilà, comme tu le dis, ils sont sur la bonne pente. Ils ont un bon résumé mine de rien, mais ils ont pas leur destin entre leurs mains. Ouais, c'est très bien résumé. Alors, tu as parlé d'Arizona State, on va parler d'Arizona State qui éclate, enfin, éclate non, mais en tout cas qui bat Iowa State, pardon, avec un grand Jess Sims, aussi bizarre que ça puisse paraître, il a des stats assez dingues sur ce match-là. Alors, on va parler rapidement parce qu'en fait, c'est surtout les stats de Jess Sims qui sont vraiment pas mal du tout. Il sort un match à 228 yards au sol, et quasiment 200 yards, je crois, à la passe, 177 yards à la passe. Il a été élu joueur offensif de la semaine, hein, ni plus ni moins. Donc voilà, les Sun Devils qui basculent en 4-2 dans la Big 12. Faut pas non plus les enterrer non plus tant que ça. Par contre, les Cyclones de 4, une saison vraiment galère pour eux après un début de saison parfait. 4 défaites de suite, on en parlait en off. C'est vraiment le déraillement de la saison, j'ai envie de dire, les Cyclones, hein. Ouais, c'est ça. C'était tu commences ta saison à 5-0, tu fais partie des darlings entre guillemets, t'es dans le borderline top 10, hein, je crois, hein. Ils étaient 10 ou 11, je crois, quand ils ont eu leur première défaite. Et puis là, c'est la dégringolade un peu à la Penn State, hein. T'as 7 défaites qui t'a mis un peu dans le dur, et derrière, c'est compliqué de remonter la pente. Là, t'es sur 4 défaites d'affilée. T'as déjà dit adieu à la Big 12. C'était la défaite contre Cincinnati, d'ailleurs, à Cincinnati. Ce match, je crois que c'est le match où Cincy gagne il scelle le match là sur le TD de 75 yards là, cette belle passe qui les tue. Derrière, en plus, tu arrives à paumer contre Colorado. Si vous avez vu les scores de Colorado depuis 2 semaines, vous comprenez à quel point cette défaite est dégueulasse. Donc voilà, c'est dommage pour eux. C'est dommage, mais je trouve que c'est dommage pour Campbell aussi d'ailleurs, parce que bah on n'en a pas Ouais. forcément parlé. On l'a pas cité, mais comme on parlait des job openings qu'il y a dans le coaching carousel, ben Campbell, c'est un nom qui apparaît sur certaines listes aussi. Là, cette deuxième moitié de saison des Cyclones, je suis pas sûr qu'elle joue en sa faveur. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis, je pense cette absence de remobilisation, alors on va voir comment la fin du match la fin de saison pardon, se passe, mais c'est vrai que putain, elle est loin cette équipe qui battait Iowa en semaine 2, hein. Oui. On va parler rapidement de Texas Tech qui a battu vraiment de façon convaincante Kansas State. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça du côté de Manhattan. Mais voilà, un match sérieux, notamment défensivement. 5 turnovers provoqués par les Red Raiders, 2 fumbles provoqués par Jacob Rodriguez, le linebacker, qui est un peu l'homme à tout faire en défensivement du côté des Red Raiders. Et donc voilà, la machine est de nouveau lancée du côté de Lubbock. Beren Morton de retour, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, je pense que c'est une équipe qu'on a peut-être enterré un peu vite. Moi le premier, hein, voilà, mais en tout cas ils sont toujours là et je pense qu'ils seront, à mon avis, parmi les 2 équipes qui joueront la finale de conf, sachant qu'il y a un très gros BYU Texas Tech qui arrive ce week-end, on y reviendra dessus dans le 1-2-6. Mais voilà, je pense qu'il y a un match hyper important, peut-être le match le plus important de l'année en Big 12. Mais en tout cas, cette équipe de Texas Tech, elle se remet en avant. Et voilà, défensivement, c'est costaud. Offensivement, ça fonctionne bien aussi. Donc attention à Riders, hein. Ouais, moi c'est leur défense. C'est leur défense Ouais. qui très bon front, très bon pass rush. Là, ça prend 126 yards, mais après il y en a quand même sur les 126, t'en as 88 d'Avery Johnson en 15 courses. Le reste des running, t'es à 10 pour 25, 2 pour 10, 3 pour 3, tu vois. Donc on sait que les courses QB, c'est toujours compliqué. D'accord? Surtout avec un athlète comme Avery Johnson qui déçoit en tant que passeur. Et tu vois, je parlais des pourcentages de complétion de QB, il est à 16 sur 33. Donc il finit son match en dessous de 50% lui aussi. Derrière, c'est un très bon athlète qui est capable de courir et de faire énormément de mal au sol. C'est ce qu'il a fait et ce qui a plus ou moins gardé son équipe dans le match. Maintenant,
la défense en tant que telle, je trouve qu'elle est très, très, très solide et j'y croyais pas forcément en début de saison, mais tous les transferts, toutes les recrues, je trouve que ça a bien matché. Je pensais pas que ça matcherait aussi vite, tu vois? Je penserais qu'il leur faudrait potentiellement une saison supplémentaire. Et ben, force est de constater que c'est pas le cas et que la mayonnaise a pris très vite du côté de, comme tu le disais, du côté de Lubbock et c'est cool et effectivement le match de ce week-end contre BYU, c'est, bah, une finale de Big 12 avant l'heure et c'est potentiellement c'est quoi? C'est un 16e de finale de play-off avant l'heure, hein. C'est Ouais, puis ou un c'est 16e peut-être ou un le premier 32e, hein. match Je sais pas trop compte, avant mais oui, la finale de c'est conf, ça. hein. C'est pas impossible que les Ouais, deux équipes se rencontrent à nouveau, quoi. c'est ça, exactement. Ok, ok, voilà. Ce qu'on mentionne rapidement, alors Maxence va faire a fait d'ailleurs, je crois même son épisode sur le Group of Five, donc il va en parler longuement de ce match-là. Mais North Texas a battu Navy, pareil de façon plutôt convaincante. C'était à 18h samedi. Est-ce que tu as regardé un peu ce match-là? Qu'est-ce que tu as pensé? Enfin, North Texas qui continue d'impressionner et de potentiellement être favori pour le spot du Group of Five cette année en playoff, hein. Alors j'ai pas regardé, je voulais regarder. J'avoue que je faisais autre chose à 18h, j'étais sur un autre match, j'avais autre chose à faire. Mais c'est un match que je voulais regarder et j'ai même pas regardé le récap, ça m'emmerde parce que c'est vraiment un des, comme on le disait dans le 1-2-6, une des oppositions de style qui était assez drôle à voir. Mais voilà, Maker, il est encore un match très propre, hein, 19 sur 24, 234 yards. Euh, alors pour le coup, ce qui est assez drôle, c'est que les 4 TD de North Texas sont mis au sol. Avec le passing game de North Texas, bah, finalement, c'est Caleb Watkins, hein, leur freshman, qui finit quand même à 33 courses, 197 yards et 4 touchdowns. Si tu m'avais Et dit qu'il y avait un running back, devine son état d'origine. euh, je sais pas, la Bah, Virginie? l'Oklahoma, Ah, bien l'Oklahoma, évidemment, bien le, la, évidemment. la terre de naissance des meilleurs running backs, l'Oklahoma. Mais donc du coup, tu vois, si tu m'avais dit qu'un running back qui finissait avec ses stats dans le match, bah, je t'aurais dit que c'est le running back de Navy, tu vois. À aucun moment, je t'aurais dit que c'était le running back du Mean Green. Donc c'est cool, je suis content pour North Texas parce qu'offensivement, moi qui aime bien l'offense, c'est quelque chose qui déroule de très belle manière. Ils ont une fin de saison contre UAB, Rice et Temple, qui sont, alors que je ne dise pas de C'est conneries, très mais qui sont ouvert, soit, hein. ouais, soit dans C'est le très milieu de ouvert. tableau, soit pour UAB et Rice vraiment dans le dernier tiers de l'américaine, qui est très ouverte, hein. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes avec une seule défaite en conférence. L'avantage, c'est que eux, à l'inverse, ils ont cette victoire contre Navy pour un éventuel tiebreaker. Donc c'est une bonne chose pour eux. Donc ils ont même non, ils ont pas joué Tulane. Non, tant pour moi. Ils ont pas joué Tulane, mais ils ont battu South Florida. Et non, ah non, pardon, leur défaite c'est contre South Florida. Donc l'américaine qui est très très ouverte avec donc 6 équipes à une défaite, ça va être une fin de saison qui va nous tenir en haleine. Je t'avoue que je pensais pas forcément que l'américaine nous serait une des conférences qui nous apporterait le plus de suspense sur cette fin de saison. Effectivement, et ben voilà, on a fait. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux mentionner? Peut-être la défaite, pardon, la blessure de Dylan Raiola pendant le Nebraska USC. Voilà, Nebraska Effectivement, qui perd encore un match. ouais, je l'ai vu, je l'ai vu plus ou moins en direct, je crois. J'ai eu et ça m'a un peu dégoûté parce que je trouve que alors, dégoûté pour la blessure, ça, c'est une action de foot, tu te pètes la jambe. Malheureusement, on en voit tous les week-ends, que ce soit en NFL ou en college football. C'est aussi les risques de ce sport. Maintenant, pour moi, c'est une action qui est très dangereuse de la part des défenseurs, de USC. Outre le fait qu'ils prennent un hit, enfin, qu'ils prennent un coup de main sur le casque qui est censé être une faute lors du mouvement de passe, mais que après il se prend les nouveaux, les hip drop tackle sur un plaquage par derrière dans la tackle box, le mec il lui saute dessus, mais vraiment en plus il lui saute dessus par derrière et il s'écroule sur sa jambe. Et le fait qu'il n'y ait même pas de flag derrière, tu te dis que t'as même pas une moindre consolation du fait que ton QB se fasse totalement exploser la jambe. C'est un peu dommage. Et puis il sort quoi? Il sort fin de deuxième quart-temps, si j'ai pas de bêtises, ou début de troisième. Et ils perdent que de 4 points. Ils perdent 24-20, euh, malgré le fait que bah, il n'y a pas vraiment d'offense avec son backup. Donc c'est dommage pour Nebraska parce que je pense que ce match il y avait largement la place pour eux. Je pense qu'ils auraient pu faire chuter USC, mais voilà, USC a su profiter
cette blessure de Raiola pour sceller leur victoire et ils sont désormais classés. Enfin, il y était la semaine dernière, mais donc du coup, ils consolident un peu plus leur place dans le top 25. Ouais, effectivement, et bon, sait-on jamais pour les Trojans. Ok, Kevin, en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres matchs dont tu veux parler? On peut Non, non, clôturer là. Je pense qu'on a fait comme un bon on a tour fait d'horizon, ouais. sachant que Maxence va vous faire le récap du groupe of five, où il s'est passé aussi pas mal de trucs. Merci Kevin, en tout cas, de ta présence. C'était un Merci beaucoup. bon épisode, malgré le fait que les Ducks n'ont pas joué. Et oui, oui, ils se préparent pour le Ouais, match contre Iowa, qui va être très sympa. ouais. Match très important ce week-end. De toute façon, on verra tout ça samedi. En tout cas, voilà. Merci Kevin. Merci à tous de votre écoute. On se retrouve pour l'épisode du Groupe 5, l'épisode consacré à la Ivy League également, et samedi pour le 1-2-6. Salut tout le monde. Salut.